Depuis le 1er janvier 2023, les propriétaires d'immeubles bâtis doivent remplir une nouvelle déclaration qui va permettre à l'administration fiscale d'établir notamment la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements locatifs, ainsi que la taxe sur les logements vacants. Cette déclaration doit être souscrite par tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d'habitation, y compris les propriétaires indivis, usufruitiers et sociétés civiles immobilières. Le déclarant devra indiquer notamment les modalités d'occupation du local, si le local est occupé à titre personnel ou par des tiers, la nature de l'occupation, s'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire, d'un local loué ou occupé à titre gratuit, ou encore s'il s'agit d'un local vacant, c'est-à-dire non meublé et non occupé. Il conviendra de préciser également l'identité des occupants, personnes physiques ou personnes morales, la période d'occupation ou de vacances du local. À noter que la mention du loyer mensuel hors charge est facultative. Enfin, si le local est loué de manière saisonnière, il conviendra de mentionner notamment le début de la période de location saisonnière et les modalités de gestion du bien, à savoir s'il est loué en propre ou via un contrat de location avec un gestionnaire excluant toute utilisation personnelle. Cette déclaration devra être faite jusqu'au 30 juin 2023 inclus sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » à partir de l'espace personnel ou professionnel du site impôts.gouv.fr. Attention, en cas d'erreur, omission ou insuffisance de déclaration, une amende de 150 € par local pourra être appliquée. Les parents peuvent être amenés à aider financièrement leur enfant majeur lorsque celui-ci se trouve dans le besoin. La pension alimentaire versée est ainsi déductible du revenu imposable des parents, sous réserve évidemment de respecter quelques conditions. Elle est en revanche imposable pour l'enfant qui la perçoit. Quelles sont donc les conditions de déduction de cette pension alimentaire? Dans un premier temps, la pension doit être alimentaire, ce qui suppose évidemment que l'enfant bénéficiaire soit hors d'état de subvenir à ses besoins. Cet état de besoin peut par exemple résulter de la poursuite de ses études, de son état d'infirmité, parce qu'il est au chômage ou encore à la recherche d'un premier emploi. De plus, le montant de la pension alimentaire doit être proportionnel aux besoins de celui qui en bénéficie et de la fortune de celui qui la verse. Enfin, la déduction ne sera possible que si la pension est versée au profit d'un enfant majeur qui n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents. En effet, le bénéfice de la déduction ne peut pas se cumuler au titre d'une même année et pour un même enfant avec l'avantage résultant du quotient familial. Le contribuable doit donc faire le choix entre le rattachement de son enfant majeur au foyer fiscal et la déduction d'une pension alimentaire. Ce choix peut être modifié d'une année à l'autre et d'un enfant à l'autre. Précisons pour finir que le montant de la pension déductible est plafonné en fonction de la situation de l'enfant majeur. En effet, lorsque celui-ci ne vit pas sous le toit de ses parents, ces derniers peuvent déduire une pension dans la limite de 6 368 € par an. Attention, toutefois, pour en bénéficier, les parents doivent être en mesure de justifier de l'intégralité des dépenses déduites. En revanche, lorsqu'il vit sous le même toit que ses parents, il est possible dans ce cas de déduire, et sans aucun justificatif, une somme forfaitaire égale à 3 786 €. Cette somme représente les frais d'hébergement et de nourriture. Toutes les autres dépenses sont déductibles, mais sur justificatif et toujours dans la limite globale de 6 368 €. Il est fréquent qu'une société compte parmi ses actionnaires des personnes physiques ou morales non résidentes. Intéressons-nous aujourd'hui aux personnes physiques non résidentes qui perçoivent des dividendes de la part d'une société française. Ces dividendes supportent-ils une retenue à la source en France? Quelles sont les obligations déclaratives des établissements payeurs? Un prélèvement est applicable aux produits distribués à des non-résidents, qu'il s'agisse de dividendes, mais aussi de jetons de présence ordinaires ou de boni de liquidation. Il s'agit de la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du CGI.
Son taux est fixé à 12,8% pour les dividendes distribués à des personnes physiques hors ETNC. Cette retenue à la source s'applique bien entendu sous réserve des conventions fiscales bilatérales destinées à éliminer les doubles impositions. Les conventions conclues selon le modèle OCDE, les plus répandues dans le réseau conventionnel français, prévoient une imposition partagée. Elles attribuent en effet le droit d'imposer les dividendes à l'état de résidence du bénéficiaire des dividendes, mais également à l'état de source de ceux-ci. Par conséquent, ces conventions autorisent bien la France à prélever la retenue à la source précitée. Notons que la double imposition qui en résultera sera gommée du côté de l'état de résidence du bénéficiaire des sommes par le biais, le plus souvent, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Attention, si l'article relatif aux dividendes dans les conventions modèle OCDE fait référence à un taux de 15%, il s'agit d'un taux maximal. Le taux en droit interne français étant inférieur au taux conventionnel, c'est bien le taux de 12,8% qui s'appliquera aux dividendes de source française versés à des non-résidents personnes physiques, hors ETNC. Il appartient à l'établissement payeur français de télédéclarer et de télépayer cette retenue à la source au SIE compétent ou à la DGE par le biais du formulaire 2777 SD, avant le 15 du mois qui suit celui du paiement des sommes. À cet effet, le cadre 7 de ce formulaire devra notamment être rempli. Dans la mesure où, comme nous l'avons vu, le taux de retenue à la source applicable est celui prévu par le droit interne, nul besoin, dans ce cas, de souscrire les formulaires 5000 et le cas échéant 5001 pour les bénéficiaires personnes physiques, puisque ces deux formulaires sont destinés à l'obtention des avantages conventionnels. Enfin, il conviendra pour la société de ne pas omettre de déclarer les dividendes versés sur l'IFU au plus tard le 15 février, suivant l'année au cours de laquelle les dividendes ont été mis en paiement. Dirigeant TNS de société, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, soumis à l'IS, vous percevez avec votre conjoint et enfant mineur non émancipé des dividendes. Quelles sont les sommes concernées? L'article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale vise la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts perçus par le travailleur indépendant, son conjoint ou son partenaire pacsé et par leurs enfants mineurs non émancipés, ainsi que les revenus visés au 4 de l'article 124 du Code général des impôts. Ces revenus comprennent, notamment, les dividendes et tout autre produit de part sociale ou d'action distribuée par la société, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personne interposée, à titre d'avance, de prêt ou d'acompte. Il y a aussi le boni de liquidation et les intérêts des comptes courants d'associés. En société, la part de ces revenus à réintégrer dans l'assiette sociale est celle qui est supérieure à 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associés, détenues par le travailleur indépendant, son conjoint ou son partenaire pacsé et leurs enfants mineurs non émancipés. En EIRL, à l'IS, sont intégrés dans le revenu d'activité la part des dividendes qui excède 10% de la valeur du patrimoine affecté ou 10% du montant du bénéfice net si celui-ci est supérieur. En pratique, quand un assuré TNS perçoit des dividendes, il doit donc se reporter à la ligne DSAA-DSAB pour y reporter la part ainsi perçue, le montant brut avant l'application de l'abattement de 40%.